Europe 1. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Les gauches finalement seraient-elles réconciliables? Alexis Corbière, on apprend à l'instant par le Parti Socialiste qu'il souscrit aux propositions de La France Insoumise. Julien Bayou, Alban Leprince le disait à l'instant, déclare sur France 2 qu'un accord est en vue avec La France Insoumise. Donc je vous pose la question, la réconciliation, c'est maintenant? On a bien travaillé, le travail n'est pas fini. Il y a des équipes, et je tiens à les remercier, qui travaillent d'arrache-pied depuis notamment dimanche dernier. On est vendredi, donc tout ça prend le temps qu'il faut, mais c'est une discussion sérieuse. Et effectivement, j'ai là le document et j'imagine qu'il va circuler maintenant. C'est 4 pages. Le Parti Socialiste a répondu aux points qui pour nous étaient importants pour engager une discussion politique. Nous, on veut pas des choses. Les points de programme. Ouais. On parle programme là. On parle programme. On parle idée. On parle projet pour le pays. On parle comment on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent. On parlera circonscription la après. La cuisine, la tambouille. Ouais. Je dirais, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, se retrouve. Et nous prenons l'engagement, évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire. Et nous voulons par ailleurs créer une architecture un peu nouvelle avec un intergroupe, si nous sommes majoritaires, dans lequel ces groupes puissent discuter. Et même un nouveau cadre politique, on appelait ça une fédération, confédération, mais dans le cadre ce que nous appelons l'union populaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des lieux de débat politique et de régulation politique qui ne sont pas que des rapports de force brutaux tels que c'était souvent conçu par le passé. Alors c'est la gauche plurielle Non, justement. La gauche plurielle, souvent, c'était en gros, il y avait un truc hégémonique qui était le PS, qui satellisait les gens, qui leur donnait quelques miettes, et puis c'était un parti tout seul qui décidait. Là, c'est pas le cas. On veut discuter politique. Écoutez quand même, sans rentrer, enfin, on peut rentrer d'ailleurs dans le détail, le document du Parti Socialiste, qui dit qu'il est d'accord avec nous pour avancer vers la retraite à 60 ans. C'est formidable pour les gens. Le Parti Socialiste qui nous dit, ensemble, on peut faire un SMIC à 1400 €. Bravo. Le fait qu'il s'engage avec nous à travailler au rétablissement de l'ISF, une fiscalité plus juste, à aller vers une 6e République, à être vis-à-vis de l'Union européenne, parfois sur certains traités, en capacité de non-application. Nous, on appelle ça la désobéissance. Tout ça montre qu'il y a une volonté politique d'avancer. Je signale quand même un bémol sur l'Europe. Dans le communiqué, il est écrit, nous refuserons de mettre en danger la construction européenne ou de laisser s'installer une fracture entre la France et l'UE. Autrement dit, le principe de désobéissance que vous prônez, il est quand même conditionnel à lire la déclaration. Mais le même, si vous voulez, on peut en faire une lecture qui est quand même que, effectivement, et à ne pas respecter certaines règles. C'est à montrer bien qu'il y aura des points qui nous sembleront, s'il faut désobéir, pour créer effectivement, au sein de cette Union européenne, de nouveaux rapports de force. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous sommes la souveraineté nationale, la souveraineté populaire qui s'exprime politiquement ne peut pas être remise en cause par des règles au niveau de l'Union européenne. Donc tout ça, c'est une tension, ça s'appelle faire de la politique, évidemment, et c'est assez intéressant, c'est assez nouveau, et je me félicite que, quelque part, c'est grâce aux résultats sortis des urnes, à notre volonté politique, aussi, que tout ça puisse avoir lieu, ce qui semblait extrêmement difficile. Alors évidemment, ça ouvre des débats. Je suis pas en train de dire que c'est... D'ailleurs, je suis pas en train de dire non plus que tout ça est totalement achevé. C'est une discussion sérieuse, faut vérifier des points, mais moi, je trouve que c'est noble, que d'abord, on commence par le débat politique entre nous. Je veux dire, les gens avec qui nous discutons au PS sont des gens sérieux, qui ont pris cette discussion au sérieux. J'ai observé d'ailleurs que ça a occasionné certaines discussions chez eux. On les pour prend. Le moins. Oui, c'est vous la avez vie. entendu François Hollande, Stéphane Le Foll à ce micro hier dire, ça n'est pas une option finalement. Oui, non mais Hollande, quand il parle de Mélenchon, j'ai l'impression que son slogan c'est mon ennemi c'est la finesse, quoi. Franchement, s'il est caricatural toujours, à l'entendre d'ailleurs. Tout le monde a tort, sauf lui. Enfin bon, je crois qu'il y a un processus au PS de dé-hollandisation, c'est leur affaire, et je comprends que des gens qui ont la responsabilité de ce parti, voyant d'ailleurs ce qui est sorti des urnes, ne voulant pas accabler seulement Madame Hidalgo, si elle fait ce score, ça n'est pas sa faute, c'est aussi le bilan, sans doute, de ce qu'a fait François Hollande. Ils ont envie de rentrer dans un nouveau cycle. Nouvelle époque, nouveau programme, j'ai envie de dire, nouvelle stratégie, c'est normal. Ou alors on est uniquement dans la répétition de figures du passé, qui amène quoi? À ce que des gens du PS le quittent pour rejoindre Emmanuel Macron. Mais il y a des gens qui veulent rester socialistes, du moins au Parti Socialiste. Alexis Corbière, au-delà de s'entendre avec vous, les différentes formations avec qui vous discutez, est-ce que vous les croyez capables de s'entendre entre elles? Je cite par exemple le NPA qui déclare être très hostile à l'idée d'un accord avec le PS. À ce stade, le NPA, vous n'avez pas signé avec eux. Non, mais on discute avec tout le monde. Moi, je suis pour une alliance qui va du NPA au Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, on se posait des questions très concrètes sur le nucléaire, par exemple? Vous voulez en sortir, mais les communistes et les socialistes, non. Mais c'est pourquoi on a une discussion qui
social UE et actuellement qu'il y a un document, j'invite à le lire, notamment que nos partenaires socialistes viennent d'émettre, qui est un texte sérieux, qui avance sur des points. C'est aussi le cas d'Europe Écologie Les Verts. On discute aussi avec les communistes. Ceux qui trouveront ça insurmontable ne viendront pas. C'est pas le sujet. C'est quoi la discussion? La discussion, c'est que suite à cette élection présidentielle, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 3 blocs de taille peu ou prou égale. Certes, Emmanuel Macron est arrivé en premier. Vraiment, égal, vous pensez 27%, 24%, 21,9%. D'accord. Tout de même, et quand on regarde les projections de sièges, je sais ce que vous allez me dire, les projections de sièges, vous allez me dire, c'est mouvant, ça ne tient pas compte des dynamiques. Voilà. Mais donc je dis c'est mouvant et ça ne tient pas compte des dynamiques. Mais au stade actuel des choses, on voit que le bloc de gauche, ce serait une centaine de sièges, peu ou prou la même chose. Je ne sais pas de quoi vous le tenez, cet élément, parce que vous n'en savez rien. Parce que qu'est-ce que c'est que je suis en train de vous dire? C'est que en vérité, ce qui s'est passé au premier tour, c'est ces 3 blocs. La question, c'est est-ce que nous maintenons la force qui s'est rassemblée autour de la candidature Jean-Luc Mélenchon? Il le faut. Je dis à nos électeurs, entendez l'échéance devant nous, 12 et 19 juin, il y a la possibilité que toute une série de questions qui n'ont pas été tranchées par cette élection présidentielle, parce que j'affirme à ce micro que M. Macron est essentiellement élu au second tour dans un rejet de Mme Le Pen. Il n'y a pas d'adhésion majoritaire. Bien sûr, il y a un bloc qui existe, mais qui est minoritaire dans le pays. Il n'y a pas d'adhésion majoritaire sur le programme de M. Macron. La majorité de ce pays ne souhaite pas postuler la retraite jusqu'à 65 ans. La majorité de ce pays ne souhaite pas la continuité en vérité des politiques libérales de M. Macron. Mais aussi, les gens ne souhaitaient pas la victoire de l'extrême droite. Alors comment on règle cette affaire? On a, devant nous une échéance démocratique pour rediscuter de ça. Nous on dit, si on maintient le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon, si on arrive à créer les conditions de parler aussi à ces 12 millions d'abstentionnistes, je ne les oublie pas, ce 4e quart en quelque sorte civique qui ne doit pas rester un océan englouti mais qui peut être une force politique si elle vient se mêler aux affaires. Voire entière. Non mais 12 à 13 millions de gens, c'est quand même significatif sur 48 millions d'électeurs. Et enfin pour terminer, si on élargit nous, parce qu'on est en train de faire, en créant les conditions dans quelque chose d'intelligent, politiquement fort, avec les forces dont on vient d'évoquer, alors on peut aller à cette élection en voulant gagner, en voulant créer un bloc majoritaire à l'Assemblée nationale, une majorité populaire, et nous le disons parce que c'est lui qui a incarné nos idées, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour mettre en œuvre évidemment notre programme. C'est motivant. Vous parlez d'intelligence politique, permettez-moi de rebondir, mais est-ce que c'est intelligent de dire d'Emmanuel Macron qu'il est le bâtard de François Hollande? Ce sont les mots de François Ruffin hier au micro de France Inter. C'est une formulation pour dire qu'il est le fils en quelque sorte de François Hollande. C'est politique. Ou alors qu'est-ce qu'il fallait dire, que Emmanuel Macron, ou du moins que François Hollande est le père spirituel d'Emmanuel Macron. Bon, ça sous-entendrait qu'il y a du spirituel chez François Hollande, alors qu'il n'y en a pas toujours. Mais tout ça, c'est une formule choc. C'est pas, je veux dire, François Ruffin, il a le verbe oh, c'est quoi le problème que vous voyez là-dedans? C'est quand même vrai que c'est François Hollande qui a mis le pied à l'étrier d'Emmanuel Macron. C'est quand même vrai que sans François Hollande, Emmanuel Macron n'existerait pas. Cet homme a quand même été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Il était un des éléments de la politique de François Hollande, puis il a été nommé ministre par François Hollande, et manque de chance pour François Hollande, il l'a trahi par la suite. C'est leur affaire. Je veux dire, il y a un lien entre les deux. C'est pas deux mondes différents. Voilà, c'est la continuité du gouvernement de François Hollande. C'est ce qui amène d'ailleurs toutes les discussions qu'on voit au sein du Parti socialiste, c'est que des gens, et je les comprends, disent nous on veut mettre tout ça à distance désormais. Nouvelle époque, nouveau programme. On discute, et on discute sérieusement parce que tout ça c'est de la tambouille. Ce qui intéresse, c'est que dans ce pays, il y a des gens qui ont basculé sous le seuil de pauvreté, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler la totalité de leur trimestre pour partir à la retraite. C'est eux qui m'intéressent. Quelque part, j'en ai rien à fiche de ce vieux monde qui a été sanctionné quelque part. Alors je sais bien que de temps en temps, on ressort la naphtaline, quelques vieux acteurs de tout ça pour dire ah c'était mieux à mon époque, ils ont rien compris. Et hélas, Monsieur Hollande joue ce rôle de l'oiseau de mauvais augure. Mais quelque part, c'est le passé. Voilà, avançons. Alors, avançons justement. Vous dites tout à l'heure, vous dites à l'instant, Alexis Corbière, qu'une majorité de Français ont voté pour Emmanuel Macron par rejet de Marine Le Pen, mais qu'il n'y a pas d'adhésion autour de lui. Je vous cite les chiffres du baromètre IFOP fiduciaire. Je tiens à dire que c'est pas une majorité de Français, c'est seulement 38% des électeurs inscrits. Il n'y a pas de majorité. Quand nous disons qu'il est mal élu, je ne dis pas qu'il n'est pas président de la République, mais je dis c'est objectif. D'ailleurs, Philippe Val, tout à l'heure, au-delà de toute une série de méchancetés et de mensonges, ça n'est pas vrai que Emmanuel Macron est un des mieux élus ou je ne sais trop quoi. Il est objectivement, dans l'histoire de la Ve République, chiffre à l'appui, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, un des plus mal élus. Le deuxième après Georges Pompidou en termes de... Alors attendez, j'arrête, parce que vous dites Georges Pompidou, à l'époque où il y avait deux candidats de droite, Alain Poher et Georges Pompidou, et toute la gauche et la moitié des électeurs avaient boycotté ce second tour. Donc, il est le plus mal élu. Voilà, c'est objectif. Baromètre IFOP fiducial, chiffre de ce matin. Question posée. Que souhaitez-vous
souhaitez-vous à l'issue des législatives? 67%, donc 2 électeurs sur 3, enfin 2 personnes interrogées sur 3, veulent une majorité d'opposition à l'Assemblée et imposer une cohabitation. Très bien. Mais à la question, souhaitez-vous Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? 35% seulement de oui, 65% de non, donc 44% de non, pas du tout. D'accord. Donc 35% de oui, et je pense que l'on compare à tous les autres non, c'est sans doute celui qui arrive en tête. Donc c'est plutôt bon signe. Alors, la campagne n'a même pas commencé. Il n'y en a pas d'autres testés. Hein. Justement. Alors donc tout ça ne sert à rien. Parce que sans aucun doute que celui qui va être nommé Premier ministre dans quelques heures, selon le fait du prince par Emmanuel Macron, il fait à peu près 0 dans cette étude d'opinion. De vous à moi, tout ça, ce qu'il y a de choquant, c'est que vous êtes journaliste et vous attendez qui le prince va désigner comme Premier ministre. C'est-à-dire que pour l'instant, les Français ne savent même pas qui va diriger ce gouvernement. Moi, je leur dis, tout ça n'est pas simple. Mais c'est pas le jeu des institutions, Alexis Corbière ? Les institutions, c'est la monarchie présidentielle. Vous réinterprétez la 5e République en disant « élisez-moi Premier ministre ». Ce n'est pas le fonctionnement de la 5e République. Et pourquoi Alors, à quoi servent les élections législatives? On n'a qu'à les annuler. À quoi sert d'élire le président de la République au suffrage universel si on élit le Premier ministre? On n'a qu'à les annuler. Précisément, le jeu de l'élection présidentielle crée les conditions d'un second tour d'où est exclu la moitié des électeurs. Vous l'avez peut-être remarqué, la moitié du corps électoral s'est fait éliminer à ce second tour. Il y a quelque chose de plus démocratique si on est attaché à la République telle que moi je l'entends. Évidemment, un régime parlementaire. Je pense que c'est plus démocratique, oui, que la monarchie présidentielle. Les institutions actuelles. Oui, par ailleurs, c'est pas un scoop. Vous voulez la 6e République de fait. Exactement. Je pense que les Français la veulent d'ailleurs. Je pense que les Français veulent un régime dans lequel c'est pas le prince ou le monarque qui décide tout seul. Donc l'Assemblée nationale a beaucoup de défauts, mais la vie parlementaire au moins c'est 577 députés dans lequel on peut ne pas tout, ramener à la volonté d'un seul, mais avoir quelque chose de plus démocratique. Il y a les élections qui viennent. Nous, on est francs du collier. On dissimule rien. On dit votez pour nos députés qui vont être dans la force que nous sommes en train de construire. Et celui qui va porter notre programme et qui sera éventuellement le chef du gouvernement, si vous le décidez, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire comme avec Castex ou Édouard Philippe, nommer un Premier ministre que personne ne connaît. Ça, d'un point de vue démocratique, avouez que c'est choquant. Alexis Corbière, selon le Figaro, la France Insoumise s'apprête à investir Taha Bouafs, le journaliste militant, dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu, laissez-moi finir, vous avez soutenu en décembre la résolution du communiste Roussel pour rendre inéligibles les coupables d'incitation à la haine raciale. Ça visait Éric Zemmour. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas déjà arrêté le délit de faciès politique envers certaines personnes. C'est insupportable. Il fait appel, donc il n'est pas condamné. Déjà, ça n'a rien à voir. Soyez précis, soyez journaliste. Deuxièmement, c'est pas parce que toute une série d'officines à nouveau mène une attaque contre un militant dont c'est aujourd'hui, je crois, l'anniversaire, il a 25 ans. 25 ans, et vous êtes, vous, journaliste d'Europe 1, en train de me parler de ça. Qu'est-ce qu'a fait Je vous parle de quelqu'un qui défilait avec, dans une manifestation, la tête de Marine Le Pen. Oh là là, c'est insupportable. Dans ce pays, vous avez jamais vu de caricature ni quoi que ce soit. Monsieur Val qui était là encore, je vais le citer, Charlie. On est Charlie ou pas? C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des caricatures ou pas? Évidemment que c'est métaphorique, évidemment que c'est symbolique. Vous voyez le ridicule de la situation? Vous prenez un jeune homme et vous l'accablez de toute une série de choses. Alors, tout le monde a le droit de caricaturer, sauf un. Et comme par hasard, il s'appelle Monsieur Bouaf. Sera-t-il investi? Oui, il sera peut-être candidat. Attendez, vous sous-entendez quoi? Non, je sous-entends pas, j'affirme. J'affirme que vous vous acharnez, vous et ceux qui mènent ce type de campagne, contre des militants qui ont toujours le même profil. Des militants de la jeunesse qui sont notamment d'origine maghrébine, qui ont tous les torts. Ils n'ont pas le droit, eux, de caricaturer. Ils n'ont pas le droit d'avoir des propos parfois mal calibrés. Tout le monde a le droit d'avoir des propos abusifs, mais il y en a un qui n'a pas le droit, c'est quand il est militant issu des quartiers. Je trouve cela insupportable. Et je dis à toutes ces hyènes qui sont... Je vous ai dit oui, je ne vais pas le répéter 4 fois. Et à toutes les petites hyènes qui sont sorties, que rentrez dans la niche. Vous ne nous ferez pas baisser les yeux. Et vos campagnes de calomnie minables, je m'adresse à vous, et à travers vous ceux qui les mènent, ne nous font pas peur. On n'en a rien à fiche. Monsieur Bouaf n'est pas raciste. Voilà, je vous le dis 3 fois. Donc c'est métaphorique, la petite hyène, c'est ça? C'est quoi? Vous me traitez de petite hyène? Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur. Pas vous. Mais je tiens à vous dire... mis dans l'eau. Non, pardon. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être clair. Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça. J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Je dis que Taha Bouaf est victime aussi d'attaques, d'insultes, de menaces en permanence sur les réseaux. Ce que je vous dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère, je vous présente à vous des excuses. Je vous mets ça. Écoutez-moi, Dimitri, je vous présente à vous des excuses parce que ce n'est pas vous que je vise. Mais je dis que Taha Bouaf est depuis 3 ans victime de campagnes absurdes. Et derrière lui, c'est un profil politique que l'on vise toujours. Au-delà de son cas, je mets simplement... Il y a 577 candidats. Alexis Corbière, il a 25 piges. Y a-t-il pas de contradiction? Laquelle? Entre le fait en décembre de faire campagne sur le thème de vouloir interdire quelqu'un qui a été condamné pour injure raciale. Il n'a pas été condamné pour injure raciale. De faire campagne sur ce thème-là. La personne dont nous parlons n'est pas condamnée pour injure raciale.
elle n'est pas condamnée. Et c'est un appel. Si la condamnation est confirmée. Mais vous osez comparer Monsieur Zemmour qui était visé à l'époque et les propos qu'il a tenus. Alors je sais bien peut-être qu'ici il a micro ouvert. Et le fait que Monsieur Bouaf ait eu des propos un peu vifs. Il a micro ouvert dans tous les médias. Non, il a particulièrement micro ouvert sur certaines chaînes. Monsieur Zemmour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et ici, ça ne choque personne quand il s'exprime. D'accord ? Vous osez, je vais vous dire, je vous le dis franc du collier, Monsieur Bouaf est un militant antiraciste. Maintenant, il a eu des propos qui étaient d'ailleurs les mêmes propos que Cabu, décidément, j'en reviens toujours à Charlie, avait eu contre un militant du Front National à l'époque. À ce moment-là, on n'avait rien trouvé à redire. Moi, j'approuve pas ce genre de propos. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais ce que je suis en train de vous décrire avec verve, c'est qu'on a un programme pour le pays. On veut aujourd'hui la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, défense des services publics, des mesures écologiques, et on va chercher, trifouiller dans les 577 candidats sur ce qu'a fait telle ou telle personne il y a 2 ou 3 ans. Que par ailleurs, j'approuve pas en soi, je m'en fiche. Mais je vous dis, prenons de la hauteur par rapport à ce débat. Et là où je prends la défense de Monsieur Bouaf, c'est que là, par contre, depuis 3 ans, il est victime sur les réseaux sociaux d'attaques incessantes, d'insultes, d'injures, alors que ce monsieur, vous en doutez. Il reste de son côté. Pardon, non, mais d'accord. Mais enfin, voilà. Je veux dire, je vous ai jamais vu prendre sa défense quand il est menacé de mort. Ça, c'est normal. Et pour terminer, avec tous les défauts qui sont les siens, c'est quand même celui qui a permis de déclencher l'affaire Benalla, que aucun journaliste n'avait pu être là. C'est celui qui, notamment, a dénoncé des victimes, des violences policières contre des gens. C'est quelque part, à sa façon, il fait du boulot. Donc, allons à l'essentiel et s'il vous plaît, arrêtons ces genres de petites histoires qui ne m'intéressent pas et qui rabaissent la vie politique, selon moi. Merci Alexis Corbière. Merci d'être venu au micro. J'espère que chacun qui m'a écouté a été un peu réveillé par mon propos, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Alliance, cette union populaire progresse, s'élargit, et pour le pays, c'est une bonne chose. Merci à vous.